tous, Thierry Matusiak. Comme Arnaud l'évoquait, on peut considérer que j'ai une double casquette. En tout cas, j'en ai une sur la photo. Donc, je suis architecte sécurité chez IBM, au sein de notre division sécurité. Et par ailleurs, je fais partie de l'association Clusif, sur laquelle je vais revenir, et je suis même un des 14 administrateurs de cette association. C'est dans ce contexte-là, en fait, que je vais vous présenter une synthèse du panorama de la cybercriminalité. Cette synthèse, elle est présentée chaque année par le CLUSIF, elle est construite chaque année par le CLUSIF. C'est même la 20e fois qu'elle a été présentée cette année. Donc, Thierry, pardon, avant que tu commences, est-ce que tu avais l'intention d'allumer ta caméra? a priori, pour préserver la bande passante, Bon, j'étais plutôt parti. à ta guise, voilà, pour t'utiliser les techniques qui t'entendent très bien, nous ne te voyons pas. Voilà, je te laisse la Ok, parole. ok. Je l'allumerai pendant les questions-réponses pour vous montrer par contre que j'ai pas ma casquette. Donc, pour commencer, quelques mots sur l'inclusif, puisque c'est une synthèse d'une conférence d'inclusif que je vais vous dérouler ici. Donc, comme je l'indiquais, c'est une association de professionnels de la sécurité de l'information. C'est même la plus grosse association de professionnels de la sécurité de l'information en France, avec environ 800 membres. Elle organise son travail et ses activités dans le cadre de groupes de travail, d'espaces, par exemple pour les responsables de la sécurité des systèmes d'information, des publications qui sont rédigées par le CLUSIF et qui sont au bout de quelques mois qui deviennent publiques et qui peuvent donc être accessibles par tout le monde, à commencer par vous. Je vous encourage à aller sur le site www.clusif.fr pour plus d'informations. On organise également des conférences thématiques, la plus connue d'entre elles étant le panorama de la cybercriminalité, qui est celle dont je vais faire la synthèse de sa dernière édition aujourd'hui, ainsi qu'un exercice de cybercrise, d'autres études, des études sur l'état des mesures de protection et de la sécurité informatique en France en particulier. Et comme je l'ai indiqué en introduction, je fais partie des 14 administrateurs de cette association. On a donc ici, on va considérer ici les 20 ans du Panocrime, donc cette 20e édition. Pour votre information, donc j'ai ajouté quelques pointeurs ici, qu'il faudra d'ailleurs qu'on fasse apparaître dans le replay, d'une manière ou d'une autre, pour que vous puissiez y accéder. Ça se retrouve aussi facilement sur Internet au pire. Les PDF des supports complets sont disponibles sur le site du CLUSIF et ils sont publics, ainsi que les enregistrements vidéo des interventions détaillées, puisque cette synthèse que je vais faire ici va durer environ 45 minutes. La conférence elle-même dure plutôt une demi-journée et enchaîne un ensemble d'intervenants qui ont présenté en fait les éléments que je vais résumer ici. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur tel ou tel sujet que je vais aborder aujourd'hui, la première solution, je pense, serait de commencer par regarder les supports détaillés et les interventions détaillées qui ont pu être réalisées par mes collègues. Donc, qu'a-t-il été présenté lors de cette dernière édition du Panocrime? Je vous présente ici le résumé en fait de cet agenda, sur lequel je ne vais pas revenir dans le détail puisqu'on va le découvrir ensemble au fil de la session. Juste quelques éléments. J'ai mis en gris ici 2 points que je ne couvrirai pas, qui étaient couverts dans la conférence, mais que je n'aborderai pas aujourd'hui. Le premier, en fait, correspond à une intervention de la DCPJ, en fait, donc de la police, qui a fait un retour sur les suites qui ont pu être données, qui ont pu être menées suite à des attaques dans les années précédentes. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez encore une fois, sur ce point en particulier, vous pourrez vous connecter sur le site du CLUSIF. J'ai dû faire une sélection, en fait, quelque part en lien avec le profil en fait attendu aux participants de cette webconférence aujourd'hui, donc plutôt orienté développement informatique. Et dernier point que je n'aborde pas aujourd'hui, mais qui est très intéressant, donc si le sujet peut vous intéresser, je vous encourage vraiment à aller le regarder plus dans le détail, c'est la dimension géopolitique de la cybersécurité, donc les groupes d'attaquants chinois, les groupes d'attaquants russes, les groupes d'attaquants étatiques, je dirais, enfin, à un niveau étatique qui peuvent exister, et ce qui se dans ce paysage à un niveau politique, voire géopolitique. Pour information,
si vous trouvez intéressant le contenu que je vais présenter, je vous encourage à vous inscrire, ou en tout cas à noter dans un coin la date du 26 janvier 2021, qui présentera le Panocrim 2020. Alors on a la numérotation est une année avant, c'est comme ça occlusif. Donc celui qui aura lieu le 26 janvier 2021 est le Panocrim 2020. Et donc il aura lieu le 26 janvier à distance, bien sûr, étant donné le contexte actuel. C'est une conférence qui est publique. C'est la seule d'ailleurs de conférence du Clusif qui soit totalement publique. Donc vous pouvez y accéder sans problème, y participer également sans problème. Et je pense qu'elle vous donnera elle donne un excellent bilan en fait des attaques qui ont pu avoir lieu dans l'année passée. Un point que je n'ai pas évoqué, un avertissement important. Tout ce qui est cité ici correspond, tout ce qui va être cité dans le reste de cette présentation correspond à des informations du domaine public, donc qui sont connues. Donc des noms d'entreprises sont cités pratiquement en permanence. C'est certainement pas pour les pointer du doigt, bien sûr, hein. Ça correspond à des informations qui ont été encore une fois communiquées dans la presse, au niveau de procès, au niveau de la police, sur Internet, etc. L'ensemble des références sont mentionnées dans les supports détaillés PDF que je mentionnais en introduction. Donc si vous voulez plus de détails sur telle ou telle attaque, vous avez aussi la possibilité et d'où vient l'information qui vous est montrée aujourd'hui, vous avez aussi la possibilité de pointer vers ces supports complémentaires. Mais encore une fois, je vous encourage à noter dans un coin le 26 janvier 2021 pour pouvoir assister à la prochaine itération du Panocrim. Donc, commençons par le premier thème qui avait été abordé lors de cette conférence, qui avait été résumé sous l'année de toutes les tromperies. Pourquoi année de toutes les tromperies et en quoi est-ce qu'on parle d'une année de toutes les tromperies? Bon, premier point, cette logique de tromperie en cybersécurité, c'est certainement pas nouveau. Par exemple, aujourd'hui, on estime que plus de la moitié du trafic mondial des emails sont sous la forme de phishing. Ça reste le vecteur d'attaque le plus utilisé. Il s'agit donc de vous tromper dans l'absolu pour ensuite pouvoir s'installer sur votre machine ou récupérer des identifiants ou autres modes d'attaque. Mais en tous les cas, commencez par vous attaquer, initier la pompe sous la forme d'un email frauduleux. Mais il n'y a pas que ça, loin de là. On voit en particulier qu'on a de plus en plus de fausses applications qui infestent les stores. On a là un exemple en fait d'une application qui imite assez bien une application publique et valide, tout à fait valide, mais qui peut assez facilement tromper des utilisateurs, en particulier des utilisateurs qui ne sont pas forcément totalement sensibilisés à la cybersécurité, qui est un autre vecteur donc d'attaque, en vous convainquant de toute bonne foi d'installer des applications dont vous pensez qu'elles pourront vous être utiles. Les plateformes récentes n'y échappent pas. Aujourd'hui, on a de plus en plus, en particulier, d'enceintes connectées, que ce soit Alexa ou Google pour citer Google Home pour citer les plus connus. Ce qu'on a pu voir l'année dernière, en fait, c'est que ce nouveau média, ce nouveau moyen d'interaction avec les utilisateurs, évidemment, il est tout de suite exploitable par les attaquants. Et ça a été démontré en particulier sous la forme d'une preuve de concept. Donc c'est souvent comme ça en fait que les possibilités d'attaque sont révélées. Des chercheurs en fait, des chercheurs en cybersécurité, vont essayer de casser un système, d'attaquer un système pour identifier si elle est vulnérable et si elle présente des points de vulnérabilité, ce qui permettra ensuite de communiquer avec les fournisseurs de cette plateforme pour essayer de corriger les problèmes au plus vite. Pardon. Et ce qu'on a pu voir donc, dans le domaine des c'est pareil, c'est l'exemple qui est cité ici, est une preuve de concept qui correspond à une application qui se présente comme quelque chose de très légitime, une application qui va vous donner votre horoscope sur une enceinte connectée, mais qui en fait va tout simplement se mettre en veille une fois qu'elle aura répondu à votre question, et donc ne pas couper, mais se mettre en veille. Et quelques minutes plus tard, elle va recommuniquer avec vous
comme si elle était l'interface d'administration de votre Google Home, et vous demandez de revalider votre utilisateur ou votre mot de passe. Ce qui fait qu'en tant qu'utilisateur non averti, c'est un moyen assez facile pour un attaquant de rentrer chez vous, entre guillemets, tout en ayant à l'esprit que donc, ces anciens euh, très répandue dans le public, dans le domaine personnel aujourd'hui, et elles commencent aussi à apparaître dans les milieux professionnels. Et elles correspondent, si on se projette avec l'œil un peu, l'œil toujours un peu, enfin, spécifique aux gens de la cybersécurité, en gros, ça veut dire un micro à chaque endroit où il y a une de ces enceintes, donc une source de risque complémentaire. Et si quelqu'un prend la main sur ce type de micro, ça peut avoir des conséquences très importantes sur votre domaine personnel, évidemment, mais encore plus dans un domaine professionnel. Comme on voit aujourd'hui, par exemple, que des fournisseurs de matériel électrique pensent à rendre connectés tous les interrupteurs pour qu'on puisse leur parler. Imaginez ce système quand on se retrouve avec tous les interrupteurs dans lesquels il y a un micro pour pouvoir écouter votre demande de les allumer ou les éteindre. Donc avec l'impact que ça peut avoir. Si on continue avec un autre exemple, ici vous reconnaissez peut-être la cérémonie d'ouverture, enfin une photographie de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver qui ont eu lieu en Corée du Sud il y a fin 2018, enfin en 2018 pardon, et sur cette photo, vous remarquez il manque pas mal de monde, en tout cas les tribunes sont plutôt vides. Et pourquoi est-ce que ces tribunes étaient vides? Parce qu'il y a eu une attaque cyber sur les Jeux Olympiques d'hiver au moment de la cérémonie d'ouverture. Je ne reviens pas sur les détails de comment elle s'est passée, cette attaque, les étapes qu'elle a pu avoir, mais quand on a analysé cette attaque, les spécialistes ont commencé à se poser la question de d'où elle pouvait venir. Parce que là, on cible clairement un niveau d'attaque qu'on qualifie d'étatique, donc associé à des pays qui pourraient vouloir, entre guillemets, du mal aux Jeux Olympiques. Une façon de l'analyser peut commencer par l'analyse des malveillants, donc les logiciels malveillants qui ont été utilisés lors de cette attaque, à commencer par un wiper, donc un logiciel qui permet d'effacer des données. Ça a été identifié comme étant une méthodologie qu'on qualifie de russe, inspirée d'une autre attaque qui avait eu lieu par le passé, une attaque célèbre du nom de NotPetya, ce qui pourrait commencer à attribuer en fait cette attaque aux Russes. Mais quand on analyse ce code cette fois sous un autre angle, un peu plus dans le détail, on se rend compte que certains codes sources correspondent à des pans de code qui sont attribués, qui sont liés à la Corée du Nord par d'autres chercheurs. L'analyse continuant, et si on regarde l'analyse des outils de vol de mots de passe qui ont été utilisés lors de cette attaque, donc si on commence à les analyser et qu'on les compare en fait à d'autres codes qui avaient été utilisés lors d'autres attaques, cette fois en fait on aboutit plutôt à des modules qu'on sait associer à des groupes d'attaquants. Donc APT quelque chose, c'est un nom classique qu'on utilise pour les groupes d'attaquants, et qu'on s'est rapproché ou qu'on évalue pouvoir rapprocher de groupes d'attaquants chinois, par exemple. Si on continue cette analyse et qu'on regarde les macros qui ont été utilisés lors du phishing initial, donc le phishing, le mail malveillant tel que je l'évoquais dans mon introduction, on se rend compte que des macros, en fait, des macros malveillantes, correspond à une macro qui a été utilisée lors d'une attaque qui ciblait l'Ukraine il y a quelques années. Si une attaque cible l'Ukraine, souvent on associe une partie des attaques qui ciblent l'Ukraine ont pu être attribuées à la Russie. Et donc, au final, on constate en fait, selon l'angle que l'on regarde pour analyser cette attaque, que l'attribution peut être associée à plusieurs pays différents, avec une volonté claire de vouloir brouiller les pistes. Parce que les attaquants, en fait, petit à petit, réutilisent, dans une volonté d'effacer leurs traces ou de compliquer les tâches d'investigation, vont réutiliser des codes qui proviennent d'autres pays ou d'autres groupes d'attaquants. Je continue en fait dans le même esprit. On voit aujourd'hui, on a eu le cas au fait très, très récemment de groupes à un niveau étatique, encore une fois, qui surfent sur cette vague. Et ici, on voit en fait
que des hackers russes s'étaient cachés derrière des groupes iraniens. Comment est-ce qu'ils avaient fait ça? Et ça a été révélé et documenté et expliqué par d'autres pays. En fait, comment est-ce qu'ils ont fait ça pour cette attaque de grande envergure, donc qui avait ciblé plus de 10 pays? En fait, leur mode de fonctionnement est attaquant iranien. Ils ont hacké des hackers, puis ont réutilisé aussi bien leurs outils que leurs infrastructures pour attaquer à leur tour, par rebond en fait, attaquer enfin, sous le couvert de ces groupes iraniens, attaquer d'autres pays. On voit encore une fois que les modes d'attaque se complexifient et la capacité des attaquants à brouiller les pistes, également, se professionnalise de plus en plus. Les cybercriminels s'y mettent aussi, donc à un niveau cette fois plus tactique, je dirais. Tous les exemples que j'ai pris précédemment étaient à un niveau étatique, encore une fois. Ici, vous avez une copie d'écran qui provient d'une campagne d'extorsion en déni de service, donc pour empêcher vos sites de fonctionner par un trafic, enfin, en leur imposant un trafic qu'ils ne savent pas ingérer. Vous voyez donc que cette campagne, qui demande une rançon qu'on qualifie de faible, pour toute proportion gardée, parce que 2 bitcoins, ça fait quand même 20 000 $, enfin, c'est de l'ordre de 20 000 $, donc c'est relativement, enfin, moyennement faible, disons. Si on regarde en fait le mail qui vous est adressé quand vous êtes victime de cette attaque, ça commence par We are the FenCyber. Donc si vous êtes un professionnel de la sécurité, ça peut vous parler. Sinon, bon, normal. Donc, la question que vous pouvez vous poser, c'est quoi les FenCyber? Ce qui serait tout à fait légitime. Donc, si vous commencez à regarder ce que sont les FenCyber, vous constatez en fait que c'est un groupe à un niveau étatique russe enfin, dans le domaine du cyberespionnage. Donc, j'ai envie de dire des gens qui rigolent pas. Ce qui veut dire que l'idée en fait du groupe d'attaquants, des cybercriminels qui sont là, en fait, est de se faire passer, de s'attribuer le titre et de prétendre qu'ils font partie de l'organisation FenCyber pour obtenir un meilleur taux de réponse en fait des personnes qu'ils ont attaquées. Parce qu'il faut aussi que vous projetiez que les attaquants, en fait, c'est un business pour eux, surtout à un niveau cybercriminel, donc à un niveau de délinquance. Leur objectif, c'est ils ont des coûts liés à leur attaque, comme une entreprise aurait des coûts liés à son activité, et il faut qu'ils maximisent le retour sur investissement pour les coûts, ce qui veut dire que dans leur cas, il faut qu'ils maximisent le taux de personnes qui vont payer la rançon qui est demandée, et ils fonctionnent vraiment comme ça, hein, pas de manière plus compliquée ou plus noire que ça. Encore une fois, ils doivent maximiser leur retour sur investissement, et le fait de s'appuyer sur ce levier, de prétendre être un groupe d'attaquants puissants, est une façon d'augmenter le retour sur investissement pour eux, donc d'augmenter le taux de retour et de personnes qui, à tort ou à raison, vont accepter de payer cette rançon. Donc, en synthèse sur ce premier point, la question qu'on se pose, la première question qu'on se pose est souvent de savoir qui nous a attaqués. C'est souvent comme ça, encore une fois, qu'on réagit quand on subit une attaque. La conclusion qu'on tirait dans la conférence, c'est que ça n'est jamais le meilleur moyen de traiter la crise, ni l'urgence, ni le point le plus prégnant et le plus prioritaire dans le cadre d'une gestion de crise. Il s'agit plutôt de mettre en place des mesures de remédiation qui permettront d'arrêter l'attaque, même si, encore une fois, on est tenté de se focaliser dans un premier temps, sur l'identification des personnes qui sont en train de vous attaquer. Si j'avance un petit peu dans le déroulement de cette conférence, le fléau aujourd'hui des attaques de sécurité informatique, c'est encore très vrai en 2020, sont les rançongiciels ou les ransomware, pour parler en mauvais français. Donc des logiciels qui vont chiffrer votre disque dur, puis vous demander, enfin je simplifie un tout petit peu, mais chiffrer votre disque dur, puis vous demander une somme d'argent pour vous livrer la clé qui vous permettra d'accéder à nouveau à vos systèmes. Donc ça reste le fléau numéro 1 de la sécurité informatique en 2020.
En général, ça commence souvent par un mail de phishing, comme on a d'ores et déjà pu l'évoquer dans mon introduction, mais pas que. En fait, on constate aujourd'hui qu'il y a une certaine variété, de plus en plus de variété en fait, qui est utilisée par les attaquants pour réussir à s'introduire initialement dans les systèmes de l'entreprise ou du particulier attaqué, pour pouvoir ensuite commencer à se répandre et aboutir à cette capacité de demander une rançon. Si on regarde les attaques de ransomware publiques en 2019 qu'on a capturées, en fait, enfin, qu'on a documentées et qu'on a progressivement rassemblées dans le groupe de travail qui a créé la conférence Panocrime, on aboutit à cette infographie. Quelques éléments à en tirer. Bon, naturellement, il ne s'agit pas de la regarder dans le détail, ce n'est pas l'objectif ici. En revanche, je pense qu'on peut tous s'accorder sur le fait qu'il y en a beaucoup, surtout quand on a en tête que ce ne sont que les attaques qui sont sorties dans le domaine public, donc qui ont été révélées d'une manière ou d'une autre. On reviendra sur ce point, de savoir pourquoi des attaques sont révélées, pourquoi d'autres ne le sont pas. Et par ailleurs, en fait, au sein de cette infographie, on va pouvoir l'utiliser simplement dans les slides suivants comme fond d'écran, quelque part, pour identifier des topologies d'attaques. Donc, premier point, une partie d'entre elles sont des campagnes qui ciblent du gros gibier, big game hunting en anglais. Ce que ça veut dire par là, c'est que ce sont vous vous souvenez de la logique de retour sur investissement, enfin d'investissement puis de retour sur investissement pour les attaquants. Là, il s'agit d'attaquants qui vont cibler précisément de grosses proies, des proies avec lesquelles ils vont demander beaucoup d'argent, donc elles vont aussi investir potentiellement un montant d'argent assez important pour lancer cette attaque, pour la gérer dans le temps, puisque là, il s'agira d'attaquer par exemple des villes américaines. On a ici quelques points en fait, qui sont mis en avant. De grandes villes américaines, de nombreuses grandes villes américaines ont été touchées par des attaques de ransomware. Dans certains cas, les mesures de sécurité peuvent même se retourner peuvent même se retourner contre les mairies. On a l'exemple à Baltimore où les fonctionnaires, quand ils ont constaté en fait qu'ils subissaient une attaque de ransomware, ont eu une bonne idée, ce qui semblait être une bonne idée en fait, c'est d'utiliser leur compte perso Gmail pour pouvoir continuer à travailler, pour pouvoir continuer à échanger. Malheureusement pour eux, les systèmes de sécurité de la mairie mis en place pour protéger les infrastructures de la mairie, ont considéré ce trafic Gmail comme un trafic malicieux, parce que ce n'était pas normal de pouvoir fonctionner dans cette mairie, dans cette ville, d'utiliser, enfin pour les fonctionnaires de cette ville, d'utiliser une messagerie Gmail. Donc les systèmes de sécurité ont bloqué cette utilisation de Gmail, donc ont encore plus paralysé l'entreprise. On a également, à travers les attaques qu'on a pu voir aux États-Unis en particulier, on a pu constater de gros montants. Vous avez par exemple la mairie de New Bedford. On parle d'un montant de 500 bitcoins, donc de plus de 5 millions d'euros en termes de rançon qui a pu être demandé. En termes d'impact, on a également eu le gouvernement argentin qui, lui, a perdu 10 ans d'archives gouvernementales. Donc de documents publics qui ont été définitivement perdus du fait de cette attaque par ransomware. On y reviendra également sur la stratégie à adopter en termes de paiement et de restauration des données. J'y reviens un tout petit peu plus tard. Donc là, on parlait encore une fois, de gros gibiers qui sont une partie des cibles pour les attaquants qui opèrent et qui utilisent les rançongiciels. Une autre catégorie qui est beaucoup ciblée sont les fournisseurs de services. Fournisseur de services, parce qu'en fait, en ciblant un fournisseur de services, vous ciblez indirectement ses clients. Là, ici, on met en surbrillance des attaques qui ont ciblé des fournisseurs de services qui, par rebond, ont ciblé, par exemple, 22 villes au Texas. Une bonne façon c'est une façon c'est un bon levier pour les attaquants pour maximiser le retour sur investissement. Donc, et maximiser l'impact, encore une fois, puisque si vous êtes bloqué et que derrière tous vos clients sont bloqués, vous êtes aussi sujet et enclin à accepter de payer la rançon, ou en tout cas de gérer l'urgence pour rendre le service auprès de vos clients. Donc, si vous développez le rôle de vos activités de développement est dans un contexte de fournisseur ou de fournisseur de plateforme, ne croyez pas pour autant, et que vous êtes peut-être un petit fournisseur de plateforme, donc un acteur de niche qui
qui a la conviction de ne pas être forcément très exposé, parce que tout simplement, par exemple, vous n'avez pas de gros moyens, gardez à l'esprit que en vous attaquant, on peut essayer d'attaquer, c'est pas vous forcément qu'on attaque, ça peut être indirectement vos clients. Et donc vous vous retrouvez exposé entre guillemets à cause de vos clients, ce qui impose que même pour des fournisseurs de niche de services, il est capital de sécuriser au mieux les systèmes. On a ensuite une troisième topologie d'attaque qui sont les attaques de masse, donc celles qui ciblent plus le grand public cette fois, et on change complètement de monde, puisque là, on va avoir des attaques qui se veulent massives, qui se veulent virales, on va avoir des montants d'amende qui sont des montants de rançon, pardon, qui sont très différents, bien moindres. On va avoir par exemple des rançons de l'ordre de 20 ou 50 euros, encore une fois pour maximiser la chance qui est que vous acceptiez de payer la rançon qui vous est demandée. C'est quelque chose qui s'est beaucoup développé l'année dernière en particulier. Maintenant, dernier exemple, dernier axe pour regarder cette infographie, les secteurs qui sont ciblés. Le secteur public est souvent est une cible de choix. Pourquoi est-ce que c'est une cible de choix? Encore une fois, j'insiste, c'est parce que il est plus enclin à payer. Pourquoi est-ce qu'il est plus enclin à payer? Parce qu'une mairie, quand elle est bloquée, vous avez tous les administrés qui commencent à se plaindre. Et vos administrés, ce n'est pas vos employés, donc c'est encore pire, c'est encore plus compliqué à gérer. Et donc c'est un facteur qui donne plus de poids aux attaquants pour maximiser les chances qu'ils aient d'être payés. Si on regarde en fait un sondage qui a été effectué au niveau de l'administration américaine, on constate en fait qu'il y a trois grandes catégories d'administrations qui ont été attaquées et qui continuent à être attaquées. Les établissements scolaires, les agences gouvernementales au sens large, et la cible de choix sont les établissements de santé. Pourquoi les établissements de santé? Parce que quand un hôpital est bloqué, c'est en termes de conséquences possibles. Bien sûr, je dirais c'est encore pire, puisqu'un hôpital qui arrête de fonctionner, potentiellement, c'est des patients qui commencent à avoir des problèmes qui s'aggravent. Et donc, un hôpital, une structure de santé au sens large, sera encore plus sujette à accepter de payer pour retrouver l'utilisation de ces systèmes, la jouissance de ces systèmes. Le bilan qu'on peut tirer sur ce sujet, c'est que les ransomware sont de plus en plus, continuent à être un vecteur d'attaque majeur, même le vecteur d'attaque majeur. On a de plus en plus d'entreprises ou de personnes qui font le choix de payer, même si la recommandation des forces de l'ordre reste de ne pas payer. De plus en plus de PME ont été touchées et continuent à être touchées. Certaines d'entre elles ne sont d'ailleurs même pas relevées, ont dû fermer puisqu'elles avaient perdu l'accès à leurs données. Et c'était des données qui étaient critiques pour leur bon fonctionnement. Quand une entreprise subit des attaques de ransomware, on a évalué que le temps d'indisponibilité était en moyenne d'une grosse semaine, entre 1 et 2 semaines. Donc, ce qui est, encore une fois, un impact professionnel. Et je finis avec deux autres éléments sur ce point. On a également pu évaluer que même si vous récupérez la clé, donc si d'une manière ou d'une autre, probablement parce que vous avez payé la rançon, vous avez récupéré la clé de déchiffrement, en moyenne, même dans ce cas-là, il y a 8% de vos données que vous ne récupérez pas, parce que pour X raisons, il ne vous est pas possible de les déchiffrer. Et le dernier point sur lequel je voulais revenir également, c'est que la facture finale, le coût associé au ransomware dépasse même de plusieurs ordres de magnitude le coût de la rançon potentielle. En particulier Baltimore, un exemple que j'avais cité précédemment, dont les rançons s'élevaient à 75 000 dollars au sein de l'attaque qu'ils ont subie. Baltimore a évalué que le coût de l'attaque qu'ils ont subi, le coût réel de ce qu'ils ont subi, est supérieur à 18 millions de dollars. Ce qui, bien sûr, donc, en termes d'impact financier, est majeur, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce qui, d'ailleurs, est une des raisons principales qui explique pourquoi les attaquants utilisent aussi massivement ce vecteur des ransomware, parce que c'est clairement un endroit où il y a de l'argent à se faire.
Si je dis quelques mots sur la communication de crise, je ne m'étendrai pas aujourd'hui sur ce sujet, je vais le passer assez rapidement, mais je voulais vous en dire quand même quelques mots parce que c'est un point crucial. Côté développement, vous êtes probablement plutôt en amont, vous imaginez plutôt la sécurité en termes de mesures de prévention et en termes de qualité de codage en amont pour éviter d'avoir des problèmes dans le domaine de la sécurité, il y a également ce qui se passe après les incidents, et en particulier la communication de crise, qui est un élément crucial pour minimiser l'impact d'une attaque quand elle a lieu. Donc pourquoi communiquer? Pour X raisons qui sont résumées ici, parce que si on ne communique pas, en fait, ça va favoriser l'émergence de rumeurs, de fake news. Le fait de communiquer va permettre également de rassurer vos investisseurs, vos clients, vos fournisseurs, etc., vos collaborateurs également. La question qui se pose est de savoir qui doit communiquer. Donc au sein de vos équipes, le RSSI étant le responsable de la sécurité des systèmes d'information, donc le directeur de la sécurité dans l'entreprise. On peut aussi parfois considérer que le directeur de l'IT, hein, donc le DSI de l'entreprise peut être amené à faire cette communication. Auprès de qui doit-on communiquer? On a plusieurs topologies différentes qui apparaissent ici et qui sont listées ici. Et tout ça, ça doit naturellement se préparer en amont, en fait, mettre en place un plan de gestion de crise pour savoir quoi faire si le problème vient à se poser. Naturellement, c'est des choses qui ne doivent pas s'improviser, sinon on court à la catastrophe. Il y a si on fait le constat en fait des stratégies de communication qui sont choisies aujourd'hui par les entreprises qui sont victimes, on voit qu'il y a trois grosses topologies, ceux qui disent rien, ceux qui disent pas grand-chose et ceux qui disent beaucoup de choses, pour le caricaturer un petit peu. Et si on prend quelques exemples, vous avez en France, beaucoup d'entreprises et d'administrations ont fait le choix de peu communiquer jusqu'à ce que d'une manière ou d'une autre, les informations deviennent publiques au sein des médias. Je ne reviens pas dans le détail sur ces incidents. Et donc, à minima, de contrôler la communication, donc de limiter les informations et les opportunités qui sont données de partager cette information. Plutôt dirigée et commandée, je dirais, par les médias, en fait, et le besoin, enfin, les sollicitations opérées sur les médias une fois que l'information vient à devenir publique. Maintenant, si on regarde d'autres stratégies, si on prend l'exemple de la Norvège et des États-Unis, à titre d'information, on voit en fait qu'ils, dans certains cas, ils opèrent de manière très différente. Ici, Norsk Hydro, donc, qui est une très grosse entreprise norvégienne, elle a fait un choix très différent. En fait, elle a fait le choix d'une totale transparence, ce qui a abouti au fait qu'elle ait reçu le prix de la transparence d'une association norvégienne. Là, je pense qu'on touche à une dimension culturelle, puisque c'est quelque chose qui est pas du tout dans l'esprit français. J'ai coutume de dire par rapport à cette information-là, le prix de la transparence, je pense que ça n'existe pas en France. Donc de là à ce qu'une entreprise l'obtienne, ça serait compliqué puisqu'il n'existe pas. Mais dans un pays comme la Norvège, en fait, la façon d'être et le mode de fonctionnement est très différent, encore une fois. Autre exemple, un exemple aux États-Unis, la ville de la Nouvelle-Orléans, elle, a fait le choix pendant l'attaque qu'elle a subie de communiquer massivement sur les réseaux sociaux. Donc de tenir au courant ses administrés quasiment en temps réel sur les réseaux sociaux, avec les avantages et les inconvénients d'une telle politique de transparence. En conclusion, donc, il est capital pour les entreprises de mettre en place une stratégie de communication de crise. Ils ne peuvent pas l'improviser. Ça doit se passer en amont, donc en prévoyant un plan de communication et de gestion de crise, en simulant également des crises. C'est des choses qu'on fait de plus en plus, donc d'imaginer, enfin de tester en situation semi-réelle les équipes par rapport à une crise qui pourrait être en train de se passer. Pendant la crise, bien sûr, souvent en s'appuyant sur des ressources externes, et a posteriori, à travers un retour d'expérience, un rétex, pour se rendre compte de ce qu'on a fait pas si bien que ça, de telle sorte qu'on pourra changer les procédures en place pour, dans l'éventualité où une prochaine crise viendrait à se révéler.
Si je zoome un peu plus sur la technique, donc je mets de côté cet aspect communication de crise, je reviens sur les aspects technologiques, donc avec un thème qui s'appelait «C'est dans les vieilles technos qu'on fait les meilleurs bugs ou les meilleures attaques». Il n'empêche qu'avant de parler des vieilles technos, ce qui est certain, c'est que dans le monde de la cybersécurité, de la sécurité informatique et des attaques, de nombreuses vulnérabilités qui émergent quotidiennement, parfois très complexes, très innovantes. Ici, on en a listé quelques-unes, donc qui sont parfois à un niveau codage, parfois à un niveau même physique. Vous voyez ici que par exemple, il s'agissait d'utiliser des lasers pour cibler vos assistants personnels. Des failles qui parfois sont transverses et touchent des millions, voire des milliards de systèmes, parce qu'elles sont dans des couches basses de systèmes d'exploitation, par exemple, voire dans le matériel, dans les cartes mères. Mais il n'empêche, donc au-delà de toutes ces failles qui émergent, qui sont un vrai problème récurrent et qui d'ailleurs a tendance à se développer, il n'empêche le problème, la plupart des problèmes continuent à être des problèmes qu'on qualifie qui émergent en fait à partir de faiblesses, de vulnérabilités qualifiées de triviales. Tous les ans, le Clusif enfin, en tout cas depuis que j'en fais partie, j'ai toujours vu dans cette conférence une copie d'écran d'une photo d'une star qui a monté, sans le savoir, sur les réseaux sociaux. Donc là, il s'agit de Lisa Kudrow, donc cette année a montré son nouveau password. Alors, le commentaire qu'on peut en faire, c'est qu'il est plutôt pas mal son mot de passe, puisqu'il est relativement fort, je dirais relativement fort. Pour en rediscuter par ailleurs, n'hésitez pas à revenir vers moi sur LinkedIn si vous voulez discuter de bons niveaux de mots de passe, de bonnes règles pour définir des mots de passe, ou sur tout autre sujet d'ailleurs, encore une fois, n'hésitez pas, hein, ce sera avec plaisir. Mais là, donc, bon, je vous laisse deviner que dans ce cas précis, dans des cas comme ça, et il y en a régulièrement au fil du temps, ça sert à rien de leur expliquer qu'il faut mettre de bons mots de passe quand on en est encore au stade de gens qui mettent leur mot de passe avec un post-it sur leur PC. Maintenant, en termes de mots de passe, si je peux en dire quelques mots. Au cas où vous ne connaissiez pas ce site, Have I Been Pwned, c'est un site en fait qui est considéré comme de confiance. C'est un site internet, mais derrière lequel se trouvent des personnes qui sont considérées comme de confiance, et qui en fait vous aide à identifier si vos mots de passe, si vos mots de passe ont été hackés. D'ores et déjà, s'ils circulent sur Internet. Donc, vous pouvez y jeter un œil. On voit que par exemple, là, ils évoquaient à l'époque où on a pris la copie d'écran qu'il y avait plus de 9 milliards de comptes qui avaient leaké au total sur Internet. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est comment est-ce qu'on peut attaquer vos mots de passe, quelques grandes règles en fait de comment attaquer les mots de passe. On peut faire, alors le terme brute force sous-entend qu'on ne fait pas dans la finesse. On peut faire principalement ces trois modes d'attaque. Donc une brute force verticale, ça signifie en fait que je connais votre user et je vais essayer de deviner votre mot de passe par exemple sur la base d'une base de mots de passe classiques. Donc je prends les 1 million de mots de passe les plus classiques, donc le top 1 million des mots de passe qui sont utilisés par les gens sur Internet. Et connaissant votre user, je vais essayer tous ces mots de passe. Donc ça, ce serait de la brute force verticale. Donc avec un certain taux de réussite, bien sûr. Une brute force horizontale est un peu plus fine, un angle qui est un peu différent, un angle d'attaque qui est un peu différent, c'est qu'en fait, vous connaissez une liste d'utilisateurs et vous avez un pattern de mot de passe que vous jugez possible. Par exemple, quand vous êtes membre du Clusif, vous avez un accès au site web du Clusif, vous manquez peut-être d'imagination, donc peut-être que votre mot de passe, vous allez l'appeler @clusif, par exemple, enfin quelque chose @clusif, votre nom @clusif ou mon accès @clusif, quelque chose comme ça. Si vous avez accès à l'ensemble des users qui sont déclarés pour accéder à un certain site web, ensuite de jouer ce pattern et de tester en fait l'ensemble des users cette fois, et sur des users, il y en a peut-être quelques-uns qui ont utilisé ce mot de passe trivial, contextualisé au site que vous êtes en train de cibler. Ça vous permettra
potentiellement de rentrer sur le site concerné, d'avoir même plusieurs points d'entrée sur le site concerné. On a également l'intelligence artificielle qui joue un rôle de plus en plus important dans ces domaines, aussi bien sur la brute force verticale que sur la brute force horizontale, que ce soit pour prédire les mots de passe les plus probables ou prédire les listes d'utilisateurs. Donc cette fois, en fait, vous n'avez même plus besoin de connaître la liste des utilisateurs. Une IA va l'inférer pour vous, les utilisateurs qui doivent exister sur ce site web. Dernier exemple que je voulais prendre aujourd'hui, le bourrage, donc le credential stuffing en anglais. Le problème ici est que nous manquons tous d'imagination et nous sommes amenés à réutiliser les mêmes mots de passe dans différentes applications. Si l'une de nos applications vient à être hackée, ça fragilise l'ensemble de la chaîne, voire ça casse l'ensemble de notre chaîne de protection, ce qui veut dire qu'un attaquant va pouvoir attaquer, va plutôt cibler des sites peu sensibles et donc peu protégés, récupérer les mots de passe concernés et les réutiliser les mêmes mots de passe sur des sites qui, eux, doivent être mieux protégés, sont plus sensibles. Le problème est que ce n'est pas eux qui se sont fait voler leur mot de passe, c'est un autre site qui, lui, était beaucoup moins protégé. Dans cet esprit, en fait, ici, on voit une copie d'écran du marché noir, en fait, qui illustre le marché noir autour de ces attaques sur les mots de passe. On voit ici que vous pouvez acheter les services d'une appli web, en fait, qui va vous permettre de stresser tout un ensemble d'applis par rapport à des. Donc là, c'est un outil d'attaquant que je suis en train d'illustrer, par rapport à une série de mots de passe, donc de comptes de droit d'accès, de pouvoir tester tout un ensemble de sites pour vérifier si les mots de passe dont vous disposez fonctionnent sur l'ensemble de ces sites. Donc pour attaquer des personnes. Un dernier exemple que je voulais prendre sur les mots de passe, ici vous reconnaissez Disney. Donc en 2019, Disney a lancé Disney+, et en début 2020 en France. Donc, dans le cadre de Disney+, donc leur service de vidéo à la demande, il y a eu énormément de clients le premier jour. Il y a eu énormément dans la foulée de comptes Disney+, qui se sont retrouvés en vente sur le dark web. Donc, la première analyse qui a été faite par les équipes de sécurité de Disney+, c'est qu'ils avaient dû être attaqués. Donc quelqu'un avait dû trouver un moyen, soit une menace interne, un employé de Disney, soit une attaque externe qui avait, d'une manière ou d'une autre, volé les droits d'accès Disney. La réalité est qu'en fait, comme Disney est utilisé dans le cadre de comptes familiaux, donc avec les enfants, etc., et le besoin de partage de ces mots de passe fait que la plupart des clients ont utilisé des mots de passe triviaux ou des mots de passe qu'ils utilisaient par ailleurs, donc sur le pattern de ce que j'avais évoqué juste avant. Et ça a été tout de suite testé à travers des attaques par bourrage identifiant par les attaquants, par des équipes d'attaquants. Et ça a révélé que ça a conduit à la fuite de ces identifiants. On a eu le cas également de ma French Bank qui, eux, ont une belle idée marketing, mais pas terrible d'un point de vue sécurité, qui ont proposé à leurs clients de poster une photo de leur carte bancaire sur Twitter pour gagner un lot. Évidemment, si vous publiez une photo avec le numéro de votre carte bancaire sur Twitter, ce n'est pas la meilleure façon de vous protéger. Donc ça a été interrompu très rapidement. Un point important, surtout en ces temps de confinement, les VPN ont été beaucoup attaqués, beaucoup de vulnérabilités ont été révélées sur les VPN, avec les conséquences que ça peut avoir, puisque ce sont des technologies qui sont de plus en plus utilisées aujourd'hui. Je dirais quelques mots sur la supply chain. J'en ai déjà pas mal parlé aujourd'hui. Donc, je vais juste prendre deux exemples. Je sens que tu arrives, Thierry, un peu vers la fin de ta présentation. Voilà, tout à fait. Donc, je voudrais, ici, je citais des exemples de la conférence, citait des exemples autour d'attaques qui ont pu concerner, la supply chain, donc les fournisseurs. Et je voudrais prendre deux typologies d'attaques, vous illustrer deux typologies d'attaques en conclusion, avant de vous encourager à ouvrir la session de questions-réponses. Deux topologies qui sont assez différentes, donc je pense qu'ils sont intéressantes pour illustrer en fait comment un attaquant
peut résonner. On a eu un pattern d'attaque qui est Cloudhopper, où l'idée était d'attaquer des grands fournisseurs d'infrastructures pour cibler ces grands clients. Donc, une topologie que j'ai pu évoquer, on faisait déjà un peu sur les attaques par la supply chain. Ça passe donc par une attaque des systèmes d'information du fournisseur, ce qui permet, par différentes étapes, de rebondir sur les SI des clients visés. Ce qui veut dire que là, on parle d'attaques pro qui savent exactement qui ils visent, un grand fournisseur d'infrastructures, pour cibler derrière ses clients. On peut aussi d'ailleurs mettre en place des mesures de sécurité, des mesures de détection pour ensuite, en termes de protection, réussir à détecter ce type d'attaque. Mais ça reste, je pense, relativement clair et intuitif sur la façon d'attaquer. Vous attaquez quelqu'un pour attaquer ses clients. Une autre topologie qui a pu être utilisée, je vais finir par cet exemple, dans le même objectif, cette fois, c'est d'attaquer quelque chose qui est très utilisé. Donc, par exemple, l'updater live d'Asus. Tous les PC Asus utilisent l'updater live d'Asus. Si un attaquant attaque, et c'est ce qui s'est passé en mars 2019, ce live updater, ça lui donne un accès, en tout cas un vecteur d'attaque, sur tous les PC Asus du monde, enfin tous les terminaux Asus, puisqu'il prend la main sur le live updater. S'il fait ça, donc, ça lui permet de s'introduire sur les machines concernées. Et ce qu'il faut voir, c'est que rien ne l'empêche de faire ça, et c'est ce qu'on a vu dans plusieurs cas l'an dernier et cette année, en ciblant particulièrement des machines. Autrement dit, je vais cibler tous les PC Asus du monde parce que c'est un vecteur que je peux attaquer grâce à ce live updater. Mais en fait, je suis intéressé par un nombre minime de PC que j'ai identifié en amont. Là, ici, il s'agissait de 600 adresses MAC qui avaient été identifiées en amont, parce qu'en fait, l'attaquant concerné ne ciblait pas tout Asus, il ciblait tous les clients Asus, il ciblait certains décideurs, par exemple, dans des entreprises qui avaient par ailleurs un Asus. Et mon dernier point par rapport à ça, c'est un autre exemple qu'on avait pu voir, c'est CCleaner, que vous connaissez peut-être quand vous nettoyez votre PC de temps en temps. CCleaner avait été attaqué il y a quelques années sur exactement la même topologie. On avait pu constater donc que le site d'update de CCleaner avait été hacké, que 700 000 machines avaient, à cause de ce hack, downloadé une version vérolée de CCleaner. Dans les faits, les attaquants, on avait pu constater qu'ils ciblaient 40 machines. Donc de 700 000 à 40. Donc ils avaient largement préqualifié qui ils souhaitaient attaquer. Des éditeurs de jeux vidéo ont également pu être attaqués dans le même esprit. Voilà. Il y avait encore quelques sujets que j'aurais voulu couvrir aujourd'hui, mais pour préserver les questions-réponses, je vous propose de m'arrêter là. Je ne sais pas si tu as d'ores et déjà des questions que tu souhaites que je traite. Arnaud, dis-moi. J'en vois deux, et avec un peu de chance, elles vont couvrir un petit peu ce que tu voulais encore dire. D'accord, Dis-moi. Du début de la présentation, je pense qu'on peut l'actualiser, je peux me permettre de l'actualiser, c'est qu'on demandait comment différencier les bonnes des mauvaises applications, ou en tout cas les vraies et celles qui essayent de faire une attaque. Peut-être plus largement, qu'est-ce que c'est la posture, la démarche dans une entreprise pour se prémunir de ce type de risque? Alors en fait, vous avez des équipes dédiées dans les entreprises en fait qui traitent la sécurité, au même titre que vous avez des équipes au niveau de l'informatique pour gérer la production, le fait que les systèmes continuent à fonctionner. Ces équipes, alors je simplifie un peu, mais en fait elles vont avoir deux pattes principales. Un groupe qui va être plutôt en prévention, donc mettre en place des mesures de sécurité pour éviter que les problèmes arrivent. Ça peut aller de la formation des utilisateurs, de l'interdiction d'installation de certains logiciels qui peut être soit par directive, soit par imposition. Vous voyez, enfin, en gros, on peut vous dire, vous n'avez pas le droit d'installer CCleaner. On peut aller une étape plus loin et vous dire, installer sur votre PC un agent qui va s'assurer que CCleaner n'est pas installé et qui va empêcher que CCleaner soit installé, pour prendre un exemple de mesure de sécurité préventive. Et à l'inverse, en complément, pardon, en pendant à cela, vous allez avoir une équipe qui, elle, va surveiller les systèmes pour détecter les attaques en cours. Parce que toutes ces mesures de prévention, aujourd'hui, en 2020, on acte qu'elles ne suffisent,
permettent à aucune entreprise de garantir qu'elles ne seront pas attaquées. La phrase qu'on utilise souvent, c'est pas de savoir si vous allez être attaqué, mais quand vous allez être attaqué dans une entreprise. Et donc, on va avoir des équipes qui sont dédiées à la surveillance des systèmes, donc sur la base de collecte massive de logs, souvent d'algorithmes de machine learning aujourd'hui qui vont détecter les comportements déviants ou anormaux dans vos systèmes d'information pour détecter au plus tôt les incidents et y remédier le plus efficacement possible. D'accord, intéressant. Bon, il y a beaucoup de questions. Alors, j'en prends une comme ça qui me paraît, voilà, elles sont toutes intéressantes d'ailleurs. Le fait que on parle maintenant de edge computing, d'IoT, ça peut être probablement, hein, ça multiplie le risque. Alors, l'IoT, c'est un sujet que j'ai particulièrement à cœur parce qu'au sein du Clusif, je suis le responsable du groupe de travail sur la sécurité de l'IoT. Donc, vous pouvez revenir vers moi sur ce point. Je suis particulièrement sensible à ce point. Donc déjà, très concrètement, on a publié un certain nombre de bonnes pratiques liées à la sécurité de l'IoT dans le cadre de ce groupe de travail Clusif. Donc ces livrables, ils sont publics. Donc n'hésitez pas soit à revenir vers moi, soit à regarder directement côté Clusif. Ensuite, en 2 mots par rapport à ça, l'IoT, en fait, il y a plusieurs enjeux nouveaux. Déjà, on rentre dans le monde réel par rapport à de l'informatique. Donc, c'est avec des risques qui peuvent changer d'échelle. L'IoT, c'est très vaste. Donc, ça peut avoir. Enfin, il y a des choses qui sont triviales et d'autres qui sont beaucoup plus graves. Alors, un exemple qu'on prend, alors s'il y a quelqu'un du groupe de travail IoT du Clusif qui est connecté aujourd'hui, ça va le faire sourire. Parce que j'ai coutume de dire, on va du pot de fleurs connecté à la voiture connectée, enfin la voiture autonome. Bon, si c'est mon pot de fleurs connecté qui se met à déconner parce qu'on a pris la main dessus, ça peut avoir des conséquences, mais limitées, disons. Celui qui me permet de surveiller à distance si jamais il reste de l'eau. Et si c'est une voiture autonome, évidemment, les conséquences sont beaucoup plus graves. Sachez donc qu'il y a, en résumé sur ce point, un écosystème qui est très varié, donc c'est compliqué de définir des mesures transverses et communes pour l'ensemble de ces systèmes. On est également dans un monde qui est très innovant, très rapide. Donc souvent, le problème des fournisseurs d'objets connectés, c'est d'être rapidement sur le marché. C'est pas de sécuriser leur système. À la limite, j'ai envie de dire, souvent, ils n'y pensent même pas. Donc on est dans un monde qui est très exposé, ça c'est sûr, qu'il est de plus en plus, parce qu'il est de plus en plus présent, donc enfin, il est de plus en plus exposé encore une fois. Mais c'est un aspect crucial, la bonne sécurisation des objets connectés devient de plus en plus importante, ne serait-ce que parce qu'ils sont là pour durer. Et souvent, les objets eux-mêmes durent de plus en plus longtemps. Quand je parlais tout à l'heure, et je finis là-dessus sur cette question, d'un interrupteur connecté qui va me permettre d'interagir avec lui, cet interrupteur, on ne peut pas imaginer que le fournisseur va me dire vous devez le changer tous les ans, quoi. Ouais, On ne va pas changer les interrupteurs dans un bâtiment tous les ans. Alors qu'un pot de fleurs connecté, on estime qu'il n'a pas forcément une durée de vie infinie. d'accord. Donc, c'est des nouveaux enjeux de Absolument. cybersécurité IoT. Une dernière, même s'il y en a d'autres, dont je te ferai passer la liste. Et puis, désolé à tous ceux qui ont posé une question qui n'auront pas de réponse aujourd'hui. On me posait la question de la sauvegarde et du professionnalisme des sauvegardes de données. Donc, dans quelle mesure ça peut, disons, limiter les dégâts sur une action de ransomware? La bonne sauvegarde des systèmes est un point crucial, en particulier pour les ransomware, c'est très juste, à condition que ce soit bien fait. Alors je dirais bien fait, vraiment, c'est difficile de répondre enfin, complètement dans un temps limité ici aujourd'hui. Je prends 2 exemples de 2 dimensions importantes. C'est que déjà une sauvegarde, même si on met de côté l'aspect sécurité, l'expérience montre que parfois les sauvegardes, c'est pas forcément si facile que ça à restaurer, voire elles sont pas forcément si bien faites que ça. Quand on commence à essayer de vérifier en gros, quand on commence à avoir besoin de ces sauvegardes, parfois on se rend compte que ça marche pas si bien, parce qu'on les a pas mis en place comme on aurait dû. Donc c'est une première étape, c'est euh, en lien avec la sécurité, c'est de vérifier que le process de sauvegarde en place marche bien. Et le deuxième point, c'est en particulier dans le cadre d'une attaque ransomware, cette fois, comme le ransomware chiffre les fichiers, il est crucial de s'assurer que la sauvegarde ne va pas va pas subir viralement la même attaque, parce que si vous sauvegardez les fichiers chiffrés, vous vous retrouvez dans exactement le même problème et la restauration de vos systèmes ne vous aidera pas.
mais c'est des méthodes à prendre sur des sauvegardes offline, etc., qui doivent vous permettre de vous prémunir de ce problème. Très intéressant. Il y a aussi un certain nombre de questions sur les outils ou les bonnes pratiques, disons. J'ai envie de te demander, donc tu disais les vieilles technos et les meilleures soupes. Est-ce que il y a quand même des technologies éprouvées ou disons des méthodes, des modèles qui permettent quand même, on le sait, de limiter, ou des architectures, des modèles d'architecture par exemple, de limiter les risques en la matière? En matière de développement, enfin d'exécution et de développement, en fait, je commence par l'exécution. Il y a une certaine maturité aujourd'hui, bien sûr, dans les entreprises pour mettre en place depuis des années, donc de manière de plus en plus industrielle, de bonnes mesures de sécurité. Le cloud est quelque chose enfin, l'émergence de plus en plus importante du cloud. Il faut le voir plutôt comme une opportunité pour la sécurité parce que on peut espérer enfin, on peut plus qu'espérer. Un fournisseur de cloud, il sécurise très bien son infrastructure, donc schématiquement, on peut considérer qu'il est probable qu'il le sécurise mieux que vous et de manière plus à jour que vous en interne, parce que ça fait partie du cœur de son métier. Il peut le faire aussi de manière plus régulière avec une industrialisation dont disposerait pas forcément une entreprise. Donc ça pour la partie production. Pour la partie et d'ailleurs les modèles de développement plus modernes, enfin modernes entre guillemets, orientés cloud, permettent aussi de très bien sécuriser les systèmes. Ensuite, je finis juste sur un point par rapport à ça, enfin un commentaire par rapport à ça, c'est la différence entre ce qui est sécurisable et ce qui est réellement sécurisé. Je prendrai un exemple. Vous pouvez sécuriser de manière très bonne des bases de données sur Internet. C'est possible, enfin, sur un cloud. C'est tout à fait possible, c'est supporté par tous les fournisseurs de cloud aujourd'hui de bien le faire. Il n'empêche que la majeure partie des fuites de données aujourd'hui qui émergent sur Internet sont liées à des buckets AWS qui sont trop exposés. Et pourquoi ils sont trop exposés? C'est pas parce que la technologie AWS est mal sécurisée, c'est parce que les personnes qui l'utilisent mal et ne mettent pas en place les bonnes mesures, les bons paramétrages de protection de ces bases de données, ce qui fait qu'elles se retrouvent exposées aux cas de vent et donc attaquées. Mais c'est encore une fois parce que c'était sécurisable, Oui, mais pour autant, ça n'a pas été bien sécurisé. c'est Donc il y a intéressant. une vraie formation quelque part, il y a une vraie adoption, appropriation des outils de sécurité des fournisseurs de cloud, par exemple, qui est nécessaire pour les développeurs. D'accord, c'est le contexte qui peut changer. D'accord. Écoute, Thierry, je crois qu'on arrive au bout. Je veux te remercier beaucoup pour ce que tu as présenté aujourd'hui. Un replay sera disponible donc pour ceux qui veulent entrer un petit peu dans le détail, hein, et puis on peut évidemment te contacter, je crois. Bien sûr, Voilà, on te remercie. Ce que on va faire maintenant, c'est dire que le prochain call, ce que nous proposons, IBM, voilà, c'est le 26 novembre à 13h30. C'est dédié à la question de la visualisation de données, en particulier dans des modèles prédictifs, dans le contexte du Covid. Voilà, avec la question particulière de la criticité de la charge hospitalière. Donc voilà, c'est des étudiants qui ont une application là-dessus à présenter, des étudiants de l'EPF Montpellier. Voilà, donc je vous invite tous à prendre connaissance du replay qui vous sera fourni. On remercie encore beaucoup Thierry. Voilà, et puis dis à la prochaine fois. bonne journée à tous. Voilà, merci, au revoir.